Bienvenue à cette quatrième table ronde de OpenTech 4.0, première édition. Nous allons parler de la continuité numérique des opérations. Et j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Jean-Michel Pétola, CEO et fondateur d'Algotech. Stéphane Chauvenel, Head of Business and Innovation chez LGM. Je vais détailler un petit peu juste après justement ce que vous faites plus précisément. Et puis Fabrice Cassan. Alors Fabrice, je suis désolé, on n'a pas réussi à trouver ton portrait sur Internet. Tu es quelqu'un de peut-être... ouais, c'est ça, secret défense. Parce que justement, c'est ton sujet, la défense, vu que tu es responsable business développement donc chez AZ Group pour les sujets de défense et les relations avec les institutions. Messieurs, merci de votre présence, merci d'être à mes côtés pour cette table ronde. Une table ronde très teintée Smart 4D, puisque du coup, nous allons parler de Data for Operations. Et tout de suite, pour commencer, Fabrice Cassan, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu quelle est la genèse finalement, comment vous êtes retrouvés un petit peu à être les papas de ce joli bébé qui est Data for Operations. Alors vous avez des micros devant vous, il suffit de lever le curseur et on vous entendra normalement. Non. C'est mieux, non ? Oui. Parfait. Donc, merci Marc. Oui, effectivement, la genèse, comme tu le dis bien, de ce projet, de cette initiative, c'est juste rapidement la création de Smart 4D sur une idée en 2015, à l'initiative d'Alain Rousset, en disant tiens, si on crée un cluster de simulation numérique en Nouvelle-Aquitaine, un an de réflexion, puis un an plus tard, en 2016, on dit OK. Non, en 2015, c'est en 2014. 2015, on dit OK, je reviens vers la région, je dis, on va créer effectivement, pourquoi pas, cette initiative. Et puis on est parti d'une démarche très qualitative. C'était vraiment l'objectif, c'est de se dire aujourd'hui on développe beaucoup, on voit beaucoup de projets européens, beaucoup de projets avec une certaine qualité. Mais l'idée, c'est de vraiment travailler sur l'aspect collaboratif, travailler sur un temps long, avec une feuille de route qu'on puisse partager et instruire et sur laquelle capitaliser. Et ça, c'était vraiment le concept clé. Organiser l'écosystème un petit peu, puis fédérer des acteurs d'une filière qui n'était pas encore assez visible et que Smart 4D a fédéré, c'est ça ? Mais tu as raison, c'était ça aussi, on a eu l'occasion, parce qu'on se connaît assez bien, d'en parler. C'était aussi l'opportunité à partir de la Nouvelle-Aquitaine, mais c'est le cas aussi partout en France, parce que la démarche était inédite en France, et elle est toujours inédite d'ailleurs. C'était de dire structurons cet écosystème, tu as tout à fait raison de le mentionner, structurer cet écosystème et de faire en sorte qu'on puisse vraiment rassembler tous les acteurs, à la fois donc les PME, les ETI, les startups, mais également les grands parrains, les grands industriels. Et l'idée, c'est de se rapprocher des grands industriels, des grands usages, à partir des trois grandes industries régionales que sont l'aéronautique et le spatial, le ferroviaire et le naval, sans oublier les autres, bien évidemment, mais comme vecteur, promoteur, locomotive, si j'ose dire, de la démarche. Et donc un travail de fond pour structurer, pour mettre en place cette feuille de route organisationnelle auprès de l'écosystème régional. Et puis ensuite, une fois qu'on a pu cocher toutes ces cases et faire en sorte qu'on soit soutenu par l'ensemble des acteurs, construire cette feuille de route donc autour de différentes thématiques et des groupes de travail, et travailler en fait sur une porosité potentielle entre les différentes thématiques, et chacun de ces groupes de travail étant, on va dire, protéiforme. Avec des métiers, des expertises très fortes présentes au sein de Smart 4D. Est-ce qu'on peut les rappeler ? Oui, tout à fait. Donc, à la base, on avait donc Immersion, qui est Mathieu Lépine est présent aujourd'hui, mais qui il interviendra en fin de journée. De la réalité virtuelle, donc autour de la simulation numérique, qui est le cœur de métier, autour de thématiques universelles, multimétiers, multidomaines et multitechnologies, bien sûr. Donc, un acteur majeur de la région d'envergure nationale, voire internationale, qui est Immersion.
simulation. Également l'INRIA, qui était à l'origine de la création, qui n'en fait plus directement partie, mais qui a joué un rôle considérable dans la création de Smart 4D. Pascal Moussier à l'époque, qui est aujourd'hui maintenant à Paris. Et puis ESI, donc acteur de la simulation multiphysique, système et réalité virtuelle depuis maintenant près de 45 ans que je représente. Et donc l'idée étant de créer à partir de ces trois membres un écosystème qui puisse permettre de créer de la valeur autour notamment de la simulation traditionnelle, mais également des métiers. Et là, j'en veux pour preuve LGM qui travaille dans le domaine de la maintenance. Donc on se connaissait avec Stéphane depuis de nombreuses années. Donc il dit viens, il y a un truc qui se passe là. Et puis Jean-Michel Pétola d'Algotech, qui est un acteur éditeur dans le domaine de l'informatique technologique et qui aujourd'hui permettait d'apporter aussi une certaine ouverture d'esprit qui est vraiment importante. Et puis on sort de Bordeaux aussi, on n'est pas que sur Bordelais, on rayonne là au niveau du territoire, on a des acteurs, on va en parler juste après, comme Algotech, qui sont... Exactement, et parmi les membres, certains ont un rayonnement déjà dans leurs activités. Jean-Michel en parlera, mais il travaille en France bien sûr, mais aussi à l'étranger, notamment en Belgique. Mais il en parlera 10 fois mieux que moi. Mais l'idée, c'est de rayonner aussi à partir de la Nouvelle-Aquitaine, puisque la démarche est inédite. Donc on a travaillé pendant 4 ans à créer cette dynamique entre ces groupes de travail. Donc quand même, pour revenir au-delà des aspects des domaines industriels, on est parti de 3 thématiques en fait majeures qui étaient stratégiques pour la région, qui étaient la formation et la maintenance. L'ingénierie de la maintenance, à partir des aérocampus où nous avions déjà des installations. Donc, que peut-on faire sur la formation et la maintenance avec des experts de la simulation, c'est ça l'idée? Exactement. Avec une approche un peu multitechnologique. Exactement. Avec derrière en ligne de fond des ateliers autour de la mobilité, des systèmes, de l'intelligence artificielle, bien sûr, mais également de l'usine du futur. Et finalement, l'usine du futur, qui est extrêmement stratégique pour la région, nous le savons tous, pour le président, on l'a traité un petit peu en bout de chaîne parce qu'on n'était pas suffisamment staffé à l'époque, à la fois en termes de grands parrains, mais aussi et de thématiques des grands parrains, mais aussi des acteurs, même si pour certains... Aujourd'hui, on peut le dire quand même, il y a un soutien très fort des industriels sur Smart 4D. Enfin, il y a vraiment, ça représente un intérêt très fort pour les projets qui sont portés par les entreprises. On voit les industriels venir s'en emparer. Ça développe. Alors, je vous vois hocher la tête, vous inquiétez pas, je vais vous donner la parole. Et mais on voit ça. Alors j'aimerais rappeler aussi quelques chiffres. Là, j'ai trouvé cette petite plaquette là sur Data for Operations. Il y a quelques chiffres qui sont donnés. Je vous dirai si c'est les bons, mais c'est ceux qui sont imprimés. Donc le batch 1. Donc déjà, c'est une bonne nouvelle quand on parle de batch 1. Je sais pas pour ceux qui ont fait les projets type MMT ou d'autres projets comme ça. C'est-à-dire que souvent, il y a d'autres batchs à venir. Donc c'est ça qui est intéressant. Batch 1, 4 millions d'euros. C'est ça. Durée 48 mois. Début, a priori, c'était au 1er janvier 2020. Donc ça y est, on a démarré. Donc sur des sujets, alors on va en parler, on va rentrer dans le dur après. Continuité numérique, interopérabilité, Stéphane en a beaucoup parlé. Jumeaux numériques, intelligence artificielle, réalité augmentée, réalité virtuelle, simulation, temps réel, asynchrone. Donc sur le design, sur la maintenance, sur la production, la formation, les services, la supply chain. Là, on voit qu'on a quelque chose de costaud là. Oui. En fait, rapidement pour aller vers Data for Operation, en fait, on s'est rendu compte en fait en menant nos travaux très studieux, très assidus autour de chacun des groupes de travail. Mais c'était aussi la logique, c'est qu'il y avait effectivement cette transversalisation possible, cette porosité entre les groupes de travail. Néanmoins, on a créé par groupe de travail des projets qu'on a mis sur orbite. Là, il faut rendre hommage à Naval Group d'avoir mis. C'est le batch 1 auquel tu fais allusion, qui en fait était Ship Inside, qui est devenu Training Center par la suite, mais Stéphane en parlera bien plus précisément que moi. Et donc ce projet qu'on a développé avec Naval Group, alors il se trouve que par ailleurs, moi j'avais une casquette d'officier de marine de réserve, je travaillais sur la feuille de route simulation de la marine nationale, et donc ce qui nous a permis de créer aussi cette dynamique autour du domaine de la défense, et ça c'est un point considérable, puisque 95% des acteurs de la défense, des industriels de défense français, ont des entités non négligeables en Nouvelle-Aquitaine.
Alors, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, on va le montrer. On a une petite vidéo sur Data for Operations que Stéphane Choumnel va nous faire le plaisir de commenter. Merci Stéphane. Je rappelle que LGM est un leader dans l'ingénierie de la maintenance. Merci Stéphane Choumnel d'être parmi nous. Et donc, je vous laisse dès maintenant faire le commentaire de cette petite vidéo qui devrait se lancer tout de suite. Voilà. Alors, c'est une vidéo pour vulgariser un des use cases qui est celui de la maintenance sur lequel on travaille actuellement, qui est piloté par Safran HE à Bayonne. Vidéo là-bas aussi. Ah, je vois là-bas, effectivement. Et donc là, vous voyez une organisation, je ne sais pas si on peut faire stop, parce que je ne vais peut-être pas forcément suivre le rythme. Ce que cadre cette organisation, cette vidéo, c'est vous expliquer qu'en fait, l'enjeu de Data for Operation, c'est pas de créer de la valeur dans un hangar, dans une usine, c'est de créer de la valeur entre organisations. Et aujourd'hui, les travaux dont parlait Fabrice, qu'on a menés, amenaient toujours à la même conclusion, c'est qu'en fait, ok, il y a des solutions de gestion, de continuité dans l'usine, mais comment je fais pour connecter la supply chain, comme certains des acteurs ici présents le font dans des projets. Comment je fais pour connecter typiquement un hangar de maintenance qui peut être perdu à l'autre bout du monde avec l'OEM quand il veut faire une inspection, quand il a des décisions à prendre. Donc on a fait cette petite vidéo pour l'expliquer. Aujourd'hui, voilà, il y a des flux d'informations qui sont souvent, qui existent, mais qui sont souvent, comme ils ne sont pas interopérables, pas directement connectés, qui prennent du temps, qui sont lents, qui peuvent ne pas générer une action automatique. Et c'est sur ces flux en pointillé que vous voyez qu'on va travailler. Stéphane Eggman, tout à l'heure, nous parlait de la disponibilité des aéronefs. Et là, je vois un hélicoptère, je pense que ça doit lui parler. Exactement, c'est un sujet qui tient aussi à cœur à Safran Hélicoptère, à la fois pour le civil, mais évidemment beaucoup pour le militaire, et où la valeur à créer ou la valeur espérée pour un exploitant et même pour la filière, elle sera dans ces interconnexions. Voilà, donc là, ce qu'on simule à droite, c'est le temps. Vous avez un petit chronogramme, vous avez des stocks, puisqu'évidemment, quand on ne sait pas gérer le temps ou anticiper, on est obligé de faire du stock. Il y a l'information qui n'est pas forcément en ligne, et donc il peut y avoir des arrêts, des indisponibilités liées à une opération maintenant sur laquelle il y a besoin d'une action, d'une expertise ou d'une pièce ou d'une compétence. Voilà, vous avez un opérateur qui est face à son moteur déposé, qui doit faire une inspection, qui fait son inspection en fait, et qui va, je pense que tu peux laisser aller, qui va donc arriver à c'est un cas d'école on va dire, avec trois chats de maintenance qui ont chacun un impact différent. Donc aujourd'hui il est tout seul. Il est tout seul, et là l'idée c'est que nous on va lui permettre de se connecter avec l'expert de la maintenance qui est Turbomeca pour cette turbine. Et donc là, on peut faire peut-être une pause. On a deux notions à avoir importantes. Bon, la première, c'est de communiquer. Bon, ça c'est pas compliqué de communiquer, mais il y a quand même un enjeu pour que ce soit fluide, direct, qu'il n'y ait pas besoin d'avoir des systèmes de traduction longs ou lents. Et là, par contre, il y a un deuxième aspect qui est important, c'est que l'exploitant, il a sa turbine, son individu, en fait, qui est une turbine qui a une vie, qui a un potentiel, qui a toute une histoire qu'il faut remonter. Et alors que, évidemment, l'expert de maintenance chez Turbomeca, mettons qu'il soit à Tarnos, lui, il a il a le référentiel technique, il a toutes les configurations, et donc il doit pouvoir visualiser un maximum d'informations sur, on va dire, un jumeau numérique digital sur lequel il a le référentiel technique, les critères, toutes les solutions de maintenance applicables, quand de l'autre côté, on est dans le réel, à l'autre bout du monde, sur la vraie turbine. Et donc, ils évaluent ensemble les solutions de maintenance suite à inspection. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais la crique est de telle taille? Est-ce que j'applique telle procédure, telle autre, etc. Et là, on voit, là, l'idée, c'est que Turbomeca est en mesure de proposer une alternative qui va être un compromis, qui va lui permettre de récupérer du potentiel peut-être plus rapidement, avec un coût plus acceptable, et donc de pouvoir libérer la machine et pouvoir exploiter l'hélicoptère. De l'autre côté, l'intérêt, c'est qu'on va avoir donc du standard, la visualisation, et aussi de la capitalisation côté OEM. Les fabricants aujourd'hui, ils ont très peu d'informations de retour terrain. Ils les ont au gré de ce que veut bien renvoyer leur client. Donc ils essaient de mettre des solutions pour capturer l'information. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. Souvent, leur plus gros client, d'ailleurs, c'est souvent l'armée. Mais l'armée fait bien attention à ne pas tout leur donner parce qu'elle ne peut pas tout leur donner. Mais en tout cas, ils ont du mal à avoir justement à faire au moins
une anticipation, même sans parler de prédiction, ne serait-ce qu'une connaissance de l'état du potentiel de l'âge du capitaine, enfin de la turbine en l'occurrence, et éventuellement de ce qu'il faudrait commencer à organiser pour pouvoir améliorer ou remettre à niveau son potentiel. Tout ça, c'est des gisements de valeur. Voilà, et donc en connectant tout ça, on peut vendre du service. Là, ce que vous simulez, c'était un service qui n'existe pas aujourd'hui chez Safran, mais on a surtout créé, levé des verrous dans toutes ces connexions entre organisations. Donc il y en a sur une supply chain, un client avec son fournisseur de pièces de rechange ou de services de maintenance, mais il y en a, comme disait Fabrice, en transverse. Quand on fait sauter ces verrous, on peut les faire... c'est pour peu qu'on applique des standards, et c'est justement un des objets du projet. Dès lors qu'on applique des standards, on va pouvoir libérer cette valeur, non pas une fois, mais aussi pour toute la filière ou pour des gens qui sont à côté de la filière sur d'autres services. Voilà. Donc aujourd'hui, on est sur la maintenance. Demain, il y aura du design. Il y aura donc la visualisation, la standardisation, l'interopérabilité. Et c'est tout ça, enfin c'est tout le contenu de Data for Operation. Et la formation potentiellement avec le lien avec le Training Center. Exactement. Voilà. Alors, enfin, cette vidéo parlait de maintenance, mais on va suivre tous les GT. C'est un des projets cœur de SmartKD puisqu'il suit, parce que bon, déjà il traite de simulation. La simulation n'est pas forcément très apparente, mais il y a tout cet aspect modélisation et validation. Et on a tous les groupes de travail. On va voir maintenance, formation, conception, production. En fait, c'est un programme phare qui structure l'ensemble de nos projets historiques, donc ceux déjà effectués, ceux que l'on réalise désormais et ceux qui viendront, donc les batchs ultérieurs. Et donc on a donc là une infrastructure de continuité numérique, d'intermédiation ouverte et agnostique qui permet de concentrer, d'être à la croisée des chemins entre tous les usages, toutes les fonctions et tous les types de données et formats de données. Donc en tenant compte des configurations, des versionnements. Donc d'abord des versionnements, mais ensuite des configurations des produits, que ce soit automobile, aéronautique. Donc on est vraiment un concentré de technologie extrêmement puissant et ouvert qui a vocation à communiquer et à s'adosser à l'ensemble des référentiels historiques, PLM, ERP, MES, etc. Ouais. Alors là, j'ai envie de donner naturellement la parole à Jean-Michel Pétola, puisque en préparant cette table ronde avec lui, il a souligné quelque chose que je n'ai pas encore entendu ni dans la bouche de Fabrice, ni dans la bouche de Stéphane, et qui est très important. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment comprendre ce projet Data for Operations. Jean-Michel, tu m'as dit, on est en train de concevoir un outil finalement avec une architecture générique. Et je t'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux dire par générique? Et à ce moment-là, j'ai compris que en fait, la clé de tout ça, c'est l'interopérabilité. En fait. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de tour de Babel un peu kafkaïenne, chacun a ses machines, chacun a ses protocoles, chacun a ses standards, et après on se demande pourquoi l'aéronef il est cloué au sol et pourquoi il ne décolle pas. Parce que déjà, on passe beaucoup de temps à chercher l'information ou à ne pas la trouver. L'architecture générique, qu'est-ce que c'est, Jean-Michel Pétola? Je pense que tu as assez bien résumé la problématique. C'est qu'au fond, tous les gens ont investi pendant des années sur des tas de systèmes qui contiennent des tas de données et qu'il est très difficile de les mettre à disposition. Là, on l'a présenté dans un use case de maintenance. On peut l'avoir dans des use cases de training, de production, etc., très divers. Et l'important, c'est de pouvoir agréger des données de systèmes différents au service d'un use case pour un opérateur sur le terrain dans un contexte particulier. Et donc le fait de faire une architecture générique, c'est d'essayer d'être aussi réadaptable que possible à tous les environnements qu'on va rencontrer. Et c'est évident que d'un industriel à un autre, il n'a pas fait les mêmes choix technologiques, il n'a pas la même histoire, etc. On va connaître tout un ensemble de passifs, d'existants, du poids de l'héritage, on peut l'appeler comme on veut, qui freinent l'agilité, la flexibilité, etc. Vous parliez tout à l'heure dans le groupe précédent d'exploitation des données, il faut aller les chercher ces données. Et donc l'idée de l'architecture générique, c'est d'essayer finalement de construire une sorte de middleware qui permette d'échanger les données, de s'interfacer aux différents systèmes, de comprendre le type et les formats de données dans lesquels on va fonctionner, de les manipuler, de les mettre en forme, et aussi de mettre ça au service de besoins métiers, c'est-à-dire à un niveau supérieur, d'avoir
des workflows applicatifs qui sont une demande et un process métier, parce que c'est bien joli d'avoir toute la collection d'un ensemble de technologies, mais dans le fond, les gens, quand ils travaillent, c'est un processus métier, et ce qui structure leur façon de travailler, ce sont les process, et donc ils doivent être capables aussi de les implémenter et de les orchestrer au gré de leurs besoins, quoi. Et donc cette architecture générique, c'est ça ce qu'elle recouvre, cette capacité à la fois de s'interconnecter à des systèmes existants tels qu'ils sont, parce que l'idée n'est pas dans Data for Operation nécessairement de posséder toutes les données, elles existent déjà, mais c'est de savoir les chercher, les agréger et les restituer, parce que ça aussi c'est tout aussi important, c'est-à-dire que la mission est remplie quand on sait la restituer à la fin, parce qu'il faut que la donnée soit la plus fiable possible dans le système qui en est le propriétaire. Alors, c'est pas une mince affaire, parce que la continuité numérique, finalement, tout le monde en parle. On voit qu'il y a des initiatives partout. En préparant cette table ronde, je vous ai parlé du collectif Continuité numérique franco-allemand et des initiatives qu'on voit dans le manufacturing, mais il y a d'autres initiatives ailleurs, avec Data Boost, c'est ça, ou Boost Aerospace, merci Stéphane. Voilà, on voit que tout le monde y va, mais finalement personne ne l'a encore vraiment fait. Hein. C'est-à-dire que la genèse du projet, en fait, c'était des idées, mais ça bougeait pas mal autour. Il y a effectivement des exemples, comme tu cites, qui existent. Aujourd'hui, on a 2 exemples. Il y a l'aéronautique qui tire, l'aéronautique civile qui tire. On voit même l'automobile qui commence à structurer sa supply chain, au moins pour la partie fabrication, fabrication. Et on a surtout la défense. La défense qui est le grand exploitant de systèmes complexes et variés, et qui justement tire le marché, a des grands projets informatiques aujourd'hui de continuité des systèmes d'information avec tous leurs fabricants, que ce soit Dassault, que ce soit Nexter, que ce soit tous ces gens-là. Donc c'est en cours. En fait, on est dans une histoire dont le bouillon est là. Et d'ici peu, ça va arriver. Et en fait, la plupart de ces solutions sont captives, souvent, soit d'un militaire, soit d'un d'un consortium autour d'Airbus ou de Dassault ou des choses comme ça. Nous, l'idée au départ, c'était pas forcément comment dire, c'est pas en concurrence de ce genre de dispositif, c'est plus parce qu'on a besoin d'avoir un terrain, un bac à sable numérique, c'était le terme qu'on a employé au début du projet, un bac à sable pour justement commencer à avancer nous aussi de notre côté sans attendre qu'il y ait une solution éditeur, il y en aura, et puis c'est très bien. Mais on avait besoin nous aussi commencer à avancer sur le sujet. Ce que tu nous dis, Stéphane, c'est qu'il y a un besoin du marché des utilisateurs qui est très très fort, mais il y avait un retard des offreurs, c'est ça? Parce que peut-être qu'ils ne trouvaient pas tout à fait leur intérêt, ou qu'ils étaient là. C'est quoi? C'est la taille d'investissement. C'est des très gros investissements. Il faut vraiment être un État français, il faut être l'armée française pour pouvoir le faire, il faut être un Airbus ou un Dassault pour pouvoir le faire. Parce que c'est compliqué de rendre tout ça interopérable, c'est ça? C'est du travail, c'est-à-dire qu'il et puis il y a de la bataille de standards industriels, et donc les grands acteurs de l'édition logicielle n'ont pas forcément intérêt. Ils veulent bien le faire du moment où ça reste captif dans leur environnement, d'avoir quelque chose de complètement ouvert. Et puis il y a je pense que ce sur quoi tu n'as peut-être pas tout à fait insisté, Stéphane, c'est que les gens comme la Défense, etc., ils structurent les standards, mais avec une idée de construire les modèles de données et tous les processus associés pour les grandes fonctions transverses de ces systèmes, la génération de la documentation, etc., etc. Et donc, qu'on est à la convergence d'un moment positif, quoi. C'est-à-dire d'une certaine façon, la technologie en termes hardware, etc., nous donne des capacités en mobilité, etc., qu'on n'avait pas avant. Il y a ce besoin et ces grands donneurs d'ordre qui structurent un petit peu et qui ne créent pas des normes, mais des standards de fait et qui sont ouverts. Et nous, je dirais, l'idée, c'est de s'assembler ensemble et d'apporter, plutôt que d'avoir une solution monolithique, c'est un ensemble de briques, chacun étant dans son domaine de compétences et s'assemblant pour proposer quelque chose qui est ouvert,
dans lequel tout acteur peut venir soit se plugger, soit apporter sa propre brique pour compléter l'édifice. Donc c'est un enjeu qui est très collectif. Fabrice Cassant, je vous vois, vous avez envie de réagir là-dessus? Il m'étonne. Vous avez l'air Non, mais je rebondis parce qu'en fait, disons le mot, ce sont des environnements propriétaires auxquels donc fermé. est confronté. Je traduis. Globalement, mais c'est fermé. C'est vraiment le cas. Et de surcroît, c'est d'autant plus dangereux dès qu'on parle du domaine de la défense. On adresse la souveraineté. C'est fermé pour de bonnes raisons. À l'IHEDM, Voilà. dont je suis auditeur, on travaille beaucoup sur ces problèmes de résilience. Cette année, l'année dernière, de souveraineté. Et au cœur de ça, c'est comment s'approprier et préserver nos technologies, nos usages, enfin surtout nos technologies, et de faire en sorte que des éditeurs comme Palantir, pour ne pas les nommer, aujourd'hui sont un danger extrêmement vif pour notre industrie et pour nos technologies. Et aujourd'hui, tous nos grands industriels, tous mes chers camarades de la défense développent autour de Palantir, mais en fait, c'est le loup dans la bergerie. Oui. En fait. Alors tout le monde ne connaît peut-être pas Palantir, mais Palantir, c'est cette entreprise américaine qui est spécialisée dans la surveillance de masse et qui va travailler avec des big data et qui va tirer des signaux faibles de l'analyse de tout ça. Donc ça a servi surtout à des fins antiterroristes, entre autres. Exactement, et qui est plus ou moins lié à Google, Microsoft, etc. Et en fait, nos chers grands industriels préférés n'ont pas d'autres solutions, parce que c'est aussi ça l'idée, c'est le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment d'alternative à ce jour. Et puis pour revenir aux initiatives dont parlaient Stéphane et Jean-Michel, c'est que ce sont des initiatives de nos grands industriels autour des métadatas. Chez Airbus, par exemple, c'est des DMS, donc mais c'est très bien d'ailleurs, par ailleurs, c'est la prise de conscience de l'interconnexion nécessaire et indispensable entre les différents référentiels. Mais ce n'est que de la metadata. Derrière Data for Operation, on a en fait une démarche très complémentaire qui ne s'oppose pas, comme le disaient Jean-Michel et Stéphane, qui est très métier, qui est extrêmement fluente et qui permet réellement de gérer toutes les combinaisons possibles entre les usages, les fonctions et les technologies. Donc c'est extrêmement ambitieux. Mais l'infrastructure qu'on a mis en place est vraiment très pensée, très structurée. On a des compétences très fortes dans l'écosystème qu'on a monté. On est soutenu par Safran, Thales et en second rideau par nos amis de Naval Group, bientôt Alstom et d'autres. Et l'idée, c'est qu'on puisse effectivement concentrer un modèle qui confronte à la fois l'organisationnel et l'opérationnel. Et là, on est dans ce qu'on appelle le jumeau numérique hybride qui nous est très cher au niveau ESI, mais qui aujourd'hui, un des enjeux, notamment des grands industriels et des grands opérationnels critiques, je parle de la défense, je parle également, par exemple, du ferroviaire, où on a effectivement de gros enjeux critiques où les modèles opérationnels vont devoir se confronter avec les objets connectés, avec les modèles d'IA, avec les modèles théoriques et au milieu de ça, des facteurs décisionnels et des facteurs humains. Et c'est donc toute cette intégration extrêmement technologique qui démarque et qui caractérise beaucoup Data for Operation, au-delà de cet aspect ouvert et agnostique. Ce que j'entends, c'est que c'était un enjeu collectif, que pour y répondre, il fallait un collectif, en fait, et que derrière ces besoins qui sont remontés par les marchés et les utilisateurs, il y a aussi des perspectives de souveraineté, et que à travers cette souveraineté aussi, très concrètement, en fait, on a aussi besoin de comprendre ce qui se passe, c'est ça aussi, hein, oui, et que Stéphane, vous voulez intervenir? D'expérimenter. Oui, en fait, je pense qu'on a des compétences en France, on n'a juste pas toujours le courage d'assumer qu'on pourrait faire bien. Et là, typiquement, en fait, on a des super éditeurs. On a trouvé, enfin, Smart KD, c'est Néo-Aquitain. En Nouvelle-Aquitaine, on a quand même pas mal d'offreurs de solutions qui sont très intéressants. Ce qui manque effectivement, enfin, ce qui manquait ou ce qu'on en a apporté à LGM, c'est la maîtrise d'un standard qui, en fait, structure de manière industrielle la connexion, tout ça. Mais en fait, ce standard, au-delà de son apport, c'est qu'en fait, ce standard, il ne faut pas le regarder localement. Il a une portée internationale. C'est-à-dire que dès lors qu'on développe de la techno sur ce standard, on peut demain aller vendre aux USA, à Boeing, on peut aller vendre. Boeing travaille dessus. Donc c'est là où on s'est dit, mais on ne va pas attendre qu'il y ait un éditeur. C'est quoi l'idée? C'est aller concurrencer un Skywise, par exemple, ou un outil de ce type? Concurrence, non, parce qu'il n'est pas question de faire concurrence avec ça. Il est plutôt, on veut accélérer le développement
de connecteurs pour les offreurs de solutions. Donc chaque solution, Ublime, Diota, Algotech, nous LGM on fait du conseil et on fait quelques technos, mais on n'est pas vraiment éditeur logiciel. Enfin, c'est pas notre cœur de métier. ESI avec ICIDO par exemple. Dès lors qu'on aura développé en parallèle ces connecteurs, on sera capable d'aller voir un client et dire écoutez, vous fonctionnez avec quoi? Vous êtes avec la solution d'Asso Systèmes, vous êtes avec la solution PTC, vous êtes avec SAP ou des choses comme ça. Ok, on a un connecteur. Si vous êtes au format S-Series, ASD, qui est le format qui justement, l'intérêt, ça serait de le rendre le plus universel possible, mais il est déjà ASD, il est déjà dans la défense, dans l'aéronautique, il est dans le naval, dans le ferroviaire. Et ben, en surfant là-dessus, on aura aidé nos partenaires à avoir des connecteurs plugins. Alors, tout n'est pas parfait, parce que les connecteurs sont pas. C'est pas les connecteurs de prise universels. Backbone, c'est ça, cette idée de backbone, finalement, c'est cette colonne vertébrale là qui va permettre de connecter tous les systèmes entre eux. C'est une architecture, infrastructure universelle en fait, avec des comme disaient nos amis de la marine, Olivier Regnault de la marine, pour pas le nommer, un ensemble d'infrastructures de poupées russes, mais beaucoup plus complexe que mais l'image est bonne et l'idée c'est de structurer par strate avec la capacité justement de dépasser les strates et de pouvoir compartimenter par filtre en fait, selon les cas d'usage. Et donc on a vocation, comme tu disais, à pouvoir s'inscrire dans des environnements propriétaires à qui on rendrait service. Donc les grands industriels peuvent s'approprier cette démarche ou une partie de l'infrastructure, au même titre que nous on peut commercialiser, mettre à disposition de l'ensemble de l'écosystème industriel, de quelques domaines que ce soit. En restant agnostique à chaque fois, c'est ça, c'est une règle d'or du projet, si j'ai bien compris. Avec l'IHEDN, j'ai travaillé dans le domaine des énergies marines, une plateforme éco-énergétique qui permet d'utiliser Data for Operations comme fil conducteur entre le monde industriel, le transport maritime, les infrastructures portières et puis le développement. Donc on voit plein d'applications possibles bien au-delà du seul sujet de la maintenance aéro et du PLM. Jean-Michel Pétola, vous voulez réagir? Oui, parce que je pense que ce qui est intéressant et ce qui a été évoqué, il y a bien sûr la dimension technologique de tous les connecteurs, de toutes les interfaces avec les systèmes, mais il y a aussi la dimension service qui va se développer autour, de transformation pour être capable d'aborder justement ce qu'évoquait Stéphane, les S-Series. Donc nous, par exemple... Est-ce qu'on peut vulgariser peut-être pour le... Il faut le lever. Il faut pousser vers le haut. Allô, oui. C'est dédié uniquement au monde de la maintenance, de la formation, mais c'est un standard qui décrit des business process métiers et les standards d'échange en termes de format de données logiques. Donc il est innovant parce que déjà il est vraiment en termes d'état de l'art, il est quand même au meilleur de l'état de l'art de l'ingénierie de la maintenance. Et il est innovant aussi parce qu'il a été vraiment jusqu'à spécifier les données d'échange. C'est comme s'il était précurseur sur la vision de comment je vais l'implémenter, l'instancier dans des GMAO, dans des PLM ou des choses comme ça. Voilà. Mais c'est un standard parmi rien. À la limite, celui-ci, il est très bien parce que c'est là-dessus qu'on a basé notre choix. Mais donc, messieurs, là, j'ai l'impression que votre objectif, c'est quoi? C'est venir un peu pacifier la bagarre des standards? C'est un peu ça? On pourrait dire ça comme ça? La bagarre, on n'est pas dedans, mais c'est le meilleur standard. Donc, c'est celui qui est utilisé par la plupart. C'est plutôt fondamentalement d'aider les gens à remplir leur mission de manière effective et en étant un peu, je dirais pour paraphraser McDo, en venant comme ils sont. On les prend comme ils sont, ils ont leur existant, ils ont leur système qui est hérité de 20 ans d'investissement, voire plus parfois. C'est vous qui vous adaptez aux spécificités métiers, c'est ça? Et on les aide à tirer parti progressivement, je dirais, de plus en plus partie de l'ensemble des données qu'ils ont. Alors parfois, ça sera assez simple, ce n'est que des questions de connecteurs et de process métiers, et souvent, ça sera ajouté à des process de transformation ou d'ajout de données dont ils ne disposent pas et qui est nécessaire en complément. Donc chaque situation sera particulière, c'est pour ça que je parlais de services. Comme il y a l'infrastructure et les solutions. C'est bien une offre à plusieurs dimensions parce qu'il faut savoir diagnostiquer ces situations, les projections qu'on veut en faire. Et par rapport à ça, ce qu'on leur propose, c'est une boîte à outils
qui leur permet justement de s'intégrer et en utilisant des offres de solutions de l'écosystème, mais pourquoi pas d'autres offres de solutions qui vont enrichir toute cette dynamique. J'entends bien qu'il va y avoir plusieurs tiroirs à ouvrir pour les entreprises, finalement, qui sont plusieurs tiroirs de bénéfices, mais j'ai envie de dire aussi que j'ai l'impression que le premier ROI qui semble être apporté par Data for Operation, c'est que tout d'un coup, on va éclairer des ténèbres, on va faire parler des murs, quoi. On va ouvrir des portes, c'est-à-dire qu'on va avoir accès à des données avec lesquelles on ne pouvait pas travailler avant, c'est ça ? Oui, en fait, c'est la logique initiale de la genèse de SmartCAD, c'est de décloisonner, d'ésiloter. On en parle depuis longtemps. Dans le domaine de la défense, on en parle beaucoup. Dans le domaine industriel, avec les centres d'excellence depuis 20 ans, chez Airbus, chez PSA, etc., partout. Et l'idée, c'est justement de pouvoir abattre les barrières en interne chez ESI, comme chez n'importe quel client, chez LGM, même chez Algotech, entre les différentes offres de solutions, mais surtout entre les métiers. Donc c'est l'engineering, parce que c'est une autre façon de voir les choses, mais c'est tout ce schéma end-to-end, ce scénario end-to-end, processus d'engineering, manufacturing, soutien, formation, entraînement pour les armées, parce que là on est dans le critique. Et donc cette capacité à pouvoir collecter toutes les données et les gérer vraiment en pseudo-temps réel, sinon en temps réel, avec, encore une fois, ces aspects décisionnels, ces aspects de caractère automatique des algorithmes, mais aussi de la capacité décisionnelle dans un sous-marin, prendre des décisions, alors qu'on est très équipé de systèmes experts. Donc on est vraiment... c'est éminemment complexe, c'est un chemin très long, et pour accompagner ce chemin très long, extrêmement ambitieux, mais par étapes, parce que c'est la théorie du petit pas, avec des racines, des fondations extrêmement bien profondes. Donc ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'on y travaille. Et l'idée, c'est que... On va peut-être rappeler les parties prenantes. Je vous laisse les lister peut-être. Le projet Data for Operation ? Oui. Alors la genèse... Donc ESI, Algotech, LGM. Rapidement, il y a eu donc Safran HE et puis Thales pour les industriels. Et puis donc on a YouBlim donc qui développe une solution de BLIM qui expose aujourd'hui et une solution logicielle pour opérateurs. On a Diota qui développe des solutions en réalité augmentée, qui est connue maintenant, j'espère, depuis le temps. On a Virtualis qui est une société qui est plus dans la 3D ou la simulation 3D. Et qui est-ce que j'oublie ? Connexion PLM et puis Thales et Safran. Non, c'est bon. Eh bien, on a tout le monde, voilà, j'en ai fait le tour. Oui, ce qui est très important justement de noter, c'est que pour alimenter, c'est ce que je souhaitais mentionner, c'est qu'on a eu vocation à pouvoir s'inscrire dans le réel d'ores et déjà, et ça fait écho à ta question, avec un démonstrateur, on va dire, vivant. Et on avait dans le projet prévu, il n'est pas encore financé par la région, un démonstrateur, on va dire, live, Data for Operation live. Et ce Data for Operation, en fait, on le fait vivre via ce qu'on appelle, donc en fait, on a le projet central, le programme c'est Data for Operation, le projet central c'est Data Continuity Backbone, DCB. Et derrière, on crée un démonstrateur autour de la turbine Arano, puisqu'on a 2 modes de collaboration finalement autour de Data for Operation. Des cas d'usage qui permettent de nourrir au travers des scénarios les mécanismes. Donc vous êtes aussi à la recherche, je pense que c'est important de profiter de cette table ronde pour le dire clairement à l'auditoire, c'est que vous cherchez des cas d'usage qui pourraient rentrer dans Data for Operation, c'est ça ? Exactement, le message est passé, j'espère. Chemin faisant, c'est ce qui va permettre de monter en puissance en termes de capacité d'interaction, d'intermédiation au niveau de cette infrastructure, même si elle est pensée d'une manière très générique et très ouverte et assez exhaustive, néanmoins elle va se nourrir au fil de l'eau. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas limité, on n'est pas capé dans le temps. Et la région nous soutient stratégiquement, bien évidemment, ainsi que implicitement nos collègues, nos amis de la défense. Et donc l'idée, c'est qu'au travers de ce démonstrateur, pardon Jean-Michel, c'est qu'on puisse, à partir d'une turbine d'hélicoptère et d'un hélicoptère, travailler sur un scénario complet. Donc ça c'est pour fin 2022, c'est ça à peu près ? Non, on va commencer dès le mois de mars, on aura une première version de démonstrateur, où on aura un fil conducteur alimenté de scénarios statiques et dynamiques, dynamique versus simulation, statique organisationnelle, on va dire. Et l'idée, c'est qu'on soit capable de nourrir ce type de besoin qui correspond à une demande très très forte de la DMAE, de la DGA,
autour des nouveaux livrables, des nouveaux équipements, que ce soit pour l'armée de l'air, mais aussi pour les autres armées, mais pas seulement pour les aéronefs, mais également pour les navires. Et pas seulement pour la défense aussi, j'imagine, parce que là, c'est très évidemment, défense. ça intéresse le ferroviaire. On était chez Ferrocampus, on soutient Ferrocampus dans la démarche d'innovation. Stéphane, avec LGM, en fait partie directement. Et là, le nouveau train régional léger décrit une feuille de route dans laquelle Data for Operation a vocation à s'inscrire. Jean-Michel Pétola, vous vouliez réagir à nouveau? Non, tu parlais tout à l'heure de généricité. Les use cases vont justement être là pour vérifier à quel point on est générique. Et les créateurs de valeur aussi, c'est ça? Exactement. Et donc, chaque use case doit nous permettre d'enrichir cette question de généricité. On y travaille dès le départ dans les fondements de l'architecture, évidemment, mais rien de tel que de se confronter à la réalité pour bien vérifier que l'équation tourne, quoi, en quelque sorte. Et il y a un point par rapport à la démarche aussi, c'est qu'on voit bien que dans la genèse de Data for Operation, on a deux modes de collaboration. Donc les cas d'usage, MCO, MRO, voire plus, et training côté engineering, mais également la partie, par exemple, Scope de Thales, qui est en fait une application standalone, mais qu'on va pouvoir plugger dans Data for Operations pour bénéficier à la fois de l'infrastructure Data for Operations de continuité pour les étapes à venir de Scope qui sont déjà programmées et qu'on doit instruire avec la région, mais d'une manière générale, toutes sortes d'applications qui pourront verser leur expérience au travers de Data for Operations. Et un des prochains batchs concerne Training Center 4.0, dont on va pouvoir, au travers de Virtualis, qui est un des acteurs des deux projets, pouvoir créer la porosité, en tout cas la compatibilité entre les différentes infrastructures pour obéir, enfin, en tout cas, être compatible à cette nécessité de donc on voit de la création de valeur à peu près à tous les étages, avec une thématique très forte, donc maintenance, qu'on a bien entendu, un nouveau volet qui va s'ouvrir donc sur la formation, si j'ai bien compris, un démonstrateur live qui arrive là dans quelques semaines pour mars, c'est ça? Quelle est la suite, j'ai envie de dire? Bon, la suite à court terme, c'est déjà on travaille sur l'architecture du socle. Donc ça va prendre 2022, 2023 sur pas mal de choses, mais bon, on aura de toute façon déjà des fonctions disponibles en 2022. Effectivement, les premiers démonstrateurs d'usage, eux, ils avancent aussi en parallèle, parce que le socle, lui, c'est l'infrastructure, il y a des choses qu'on avance en parallèle avant de les insérer dans le socle. Et je pense que courant 2022, Fabrice, si tu peux en dire un mot, il y aura aussi justement un appel à projet, un appel à candidature pour des use cases industriels ou des éditeurs de solutions qui voudraient démontrer la valeur. Un appel à éditeurs, c'est ça? Un appel pour rencontrer des éditeurs? En fait, on va ouvrir le projet à d'autres use cases industriels pour lesquels avoir, comme disait Jean-Michel, d'autres cas de figure pour compléter. Parce qu'en fait, alors soit pour enrichir des choses qu'on a déjà faites, soit pour compléter des branches qu'on n'aura pas encore développées. Et puis, on est aussi ouvert à des éditeurs de solutions qui veulent plugger leurs solutions sur Data for Operation. La boîte à outils est ouverte, il faut mettre des outils à l'intérieur. Et typiquement, on va aussi adresser la maintenance prédictive dans un volet 2 du MRO-MCO. Là, on est sur l'ossature de la maison, et maintenant, c'est hyper stratégique de monter en puissance sur cet axe-là. Tu imagines bien qu'une fois qu'on a tous ces layers de données, de process métiers, etc., très naturellement, on peut imaginer des besoins spécifiques pour des approches avec de l'IA qui viennent adresser des métiers transverses comme celui de l'approvisionnement, comme je ne sais, ou de la maintenance prédictive, etc., etc. Et donc, on a toute l'infrastructure pour venir plugger d'autres applications par-dessus qui vont exploiter ces données circulantes, cette circulation de données, pour y mettre une valeur de plus, quoi. Et clairement, autour de tous les trois, on n'est pas des spécialistes d'IA. Il y aura besoin de gens qui viendront apporter cette valeur complémentaire. Donc là, vous recrutez, entre guillemets, quoi. Et on l'offre, on la met à la disposition
je dirais, de la communauté. Et ce qui est hyper important, c'est que c'est quand même ouvert. Même s'il y a un aspect, on investit beaucoup de nos technologies, de nos entreprises, de notre sang et de notre sueur, on va dire, dans tout ça, c'est pour le bien commun. Il y a quelque chose d'éminemment vertueux. Oui. Et c'est aussi ça qui est très intéressant dans l'expérience, c'est qu'on ouvre les barrières, pas seulement des cas d'usage, etc., mais on ouvre les barrières des mentalités. C'est-à-dire, finalement, tu te crois concurrent? Non, tu n'es pas concurrent. C'est la volonté de faire un outil un peu universel, quoi. C'est-à-dire que vous allez impacter les métiers, mais derrière, vous allez avoir un impact encore plus fort que juste les métiers. Ça peut impacter peut-être même les filières à terme. Voilà, et tout le monde est bienvenu au club. Après, effectivement, il ne faut pas non plus qu'on se mange, qu'on se bouffe les uns les autres. Hein. C'est pas l'objectif. Mais il y a manière à trouver vraiment les bons chausse-pieds, les bonnes complémentarités pour exister. Et on en est déjà. Quels sont les prochains rendez-vous prévus entre Data for Operations et le public? Est-ce que vous avez prévu je sais pas, d'être présent à certains événements? Est-ce que vous avez prévu de montrer certaines choses? Est-ce que vous pouvez nous partager quelques scoops là-dessus? Tu vois un peu la réaction, on y réfléchit, mais pour l'instant on est tellement la tête dans le guidon, chaque chose en son temps. Je pense que si c'est ça qui nous conduit, chaque chose par étape, je pense que c'est une méthode vraiment reine, clé pour éviter, parce qu'il ne faut pas grossir trop vite, il ne faut pas aller trop vite dans la démarche, il faut vraiment bien assurer les gaps. Et néanmoins, on phosphore beaucoup par rapport. On se taquine les uns les autres, chacun sur quel salon on présente quoi. C'est trop tôt, etc. Alors en 2022, il y aura un salon, moi je le dis. Il y aura au moins un salon. Je ne donne pas lequel pour l'instant parce que ça dépend effectivement à quel point on sera prêt. Ce qui est sûr, c'est qu'on ouvrira le batch 2 et que donc ça on le fera dans Smart KD, puisque encore une fois, c'est un projet Smart KD. Il a toute la philosophie de Smart KD. Donc on ouvrira un batch 2. Une gouvernance très particulière, parce que j'ai oublié de le mentionner, mais Fabrice et Stéphane, vous deux, vous êtes co-animateurs de Smart KD, c'est ça? Même Jean-Michel. Avec Jean-Michel. Pardon, je croyais qu'il y en avait avec deux. Ils viennent de rejoindre. Désolé. D'accord. Et donc ça veut dire qu'il y a un esprit à vous regarder. J'ai l'impression que vous travaillez tous les trois dans la même boîte un peu. C'est le sentiment un peu. J'ai l'impression qu'il y a un esprit un peu associatif qui s'est bien installé là. Non, mais plus qu'associatif, c'est l'esprit de l'écosystème. Je dirais notre puissance face à des grands, c'est la capacité à se fédérer, à trouver des intérêts communs avec une part de recouvrement qui est saine, parce que quand il y a du recouvrement, on a des chances de pouvoir se comprendre, il n'y a pas de trou, et avec une volonté, un projet qui dépasse nos propres capacités à chacun d'entre nous. Donc assez simplement, on a tous intérêt à collaborer, parce que l'intérêt est beaucoup plus large que ce qu'on pourrait atteindre par nos propres moyens. Donc il y a ce simple pragmatisme de dire, rassemblons-nous. C'est pas toujours facile parce qu'il faut un peu se mettre d'accord, ça prend un peu de temps, etc. Mais tu as cette dynamique et donc voilà. Et cet écosystème, il existe, il regroupe 7-8 entreprises, mais il peut s'élargir, soit, comme on le disait, par des gens extérieurs, soit aussi par des gens qui vont apporter des briques technologiques. Nous, on est un des apporteurs de briques technologiques, avec le no-code et toutes les parties workflow, interface, etc. Mais d'autres vont apporter ces compléments et puis peut-être des choses qui, pourquoi pas, peuvent créer un choix pour le client. Et pour moi, je pense que ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que je prends le risque que ma technologie ne soit pas unique si elle n'a pas toute la valeur pour le client. Et c'est juste normal. Ça fait partie du contrat. Soit on sait démontrer sa valeur et à ce moment-là, on est naturel. Si on ne l'est pas, tant pis, quoi. Oui, c'est ça. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'on n'impose rien à personne. C'est-à-dire que même vis-à-vis de nous-mêmes, il y a un minimum d'engagement nécessaire. C'est très collégial. Voilà, mais on est substituable. Et ça, c'est très vertueux. Et c'est pas seulement un mot, on s'est engagé contractuellement. On a monté un document de consortium extrêmement ambitieux, extrêmement complexe, mais simplifié à l'extrême pour permettre justement d'embrasser l'ensemble de ces objectifs. Et cet aspect contractuel de consortium est d'ailleurs fondamental parce que c'est lui qui, en partie, au-delà du concept et de ce qu'on instruit, garantit la pérennité de la démarche.
Et Jean-Michel le disait très très bien, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait l'humilité de se dire, parce que nos solutions sont très structurantes, certes, mais elles ne sont pas exclusives, et surtout elles évoluent, les nôtres comme d'autres. Ouais. Et ça, c'est au cœur. Donc, quelque chose de très ouvert, hein, je pense, qui n'aurait pas sans doute été possible sans la gouvernance de particulière de qualité de Smart 4D. Pour le mot de la fin, j'ai envie de donner la parole à Stéphane Choumnel, qui m'a dit quelque chose, une phrase très forte. Il m'a dit ça nous donne de l'audace, ça nous donne de l'ambition pour l'industrie. Ça change aussi la projection qu'on a avec les industriels. Tu m'as dit ça, Stéphane. On arrive à voir plus loin. Et c'est ça ton message? Alors oui, quand tu m'as posé la question de qu'est-ce que j'en en tire, on va dire qu'avant, quand je suis arrivé, même au début de Smart 4D, la vision c'était clair. Il y avait un industriel qui arrivait, qui créait un projet, et on se mettait tous derrière et on était élus ou exclus. Et en fait, dans le chemin de Smart 4D, déjà, effectivement, il y avait ces groupes de travail, hein, bien avant qu'il y ait le projet. Ces groupes de travail, on discutait, on partageait en parité, vraiment en parité avec les industriels. C'est-à-dire qu'on n'avait pas Thales ne parlait pas plus haut, où tout le monde ne se taisait pas quand il parlait. Donc c'était déjà intéressant. Mais surtout, il y a eu un déclic qui s'est fait dans du projet et qui a été fondateur du moment où on s'est dit, mais en fait, alors déjà, on se sentait fort d'avoir ces gens-là, parce qu'ils avaient leur expérience industrielle, ils avaient leurs solutions, aussi leur force de frappe. Mais il y a un moment donné où les industriels nous ont dit, mais nous, ce projet, il nous intéresse à fond, mais on ne veut pas le gérer. Et c'est la première fois où personnellement, je me suis dit, mais pourquoi on arrête, qui a dit qu'il fallait toujours que ce soit l'industriel qui gère? Et surtout, si on veut faire une plateforme générique, si on commence à partir avec un industriel qui a des choix industriels, ça ne va pas le faire. Et ce jour-là, on s'est regardés tous les trois et on s'est dit, à la limite, s'il n'y a que ça, peut-être que nous, on peut le faire. La mandature et la gestion, on le disait sans trop comprendre les conséquences. Puis en fait, on s'est dit, mais non, mais oui, ça fait beaucoup de sens qu'on le fasse. Parce qu'on n'est pas partie prenante. Moi, je ne suis pas un éditeur logiciel. Alors, eux aussi, il est un peu, mais c'est parce que vous avez pas. Là, dans leur rôle, ils ne sont pas éditeurs logiciels, ils vont faire un socle. Et puis, Algotech est une PME éditeur logiciel, il participe, je veux dire, il va pas, pour autant, ça va pas pervertir, entre guillemets, le projet. Et à partir de là, et ce jour-là, ça m'a vraiment ouvert l'idée que dès lors que en fait, les règles sont claires, qu'il y a une même, comme disait Fabrice, une vocation à faire des choses plus grands que nous, et que effectivement on est substituable, mais qu'on peut aussi collaborer avec des gens pour peu qu'on ait des valeurs communes, on va dire, en tout cas avec qui ça se passe bien, on se dit les choses, on se parle, on peut aller beaucoup plus loin. Et pour la première fois, là où LGM, on investit en général assez jalousement sur nos technos, je me suis dit, alors là, si on peut mettre 4 millions en 4 ans, là où nous, LGM, on ne pourra pas mettre, de toute façon, on ne fera pas un truc aussi gros tout seul dans notre coin, et qu'en plus, on génère un modèle où on peut travailler, sortir de la techno individuelle, parce que pour l'instant, le contrat, on ne sait pas le business model qu'il y aura sur Smart 4D, sur Data for Operation, mais on sait qu'en tout cas, chacun va tirer l'API qui sait valoriser à son niveau. Eh bien, d'un seul coup, ce que j'avais senti en me disant, mais c'est vrai que la France, on pleure tout le temps, on dit ouais, la France, on est toujours derrière, et alors qu'en fait on a des vraies idées, là d'un seul coup je me suis dit, en fait c'est possible. Pour une fois, on peut avoir les idées et le pétrole, c'est ça? Alors le pétrole, c'est la région, hein. Là pour le coup, la région Aquitaine est quand même extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle il y a un travail de fond, hein, lequel Fabrice joue beaucoup, mais ils nous ont cru. Ils sont fous, ils nous ont cru. Mais ça nous a donné confiance. En tout cas, ils nous ont aidés. Ils sont visionnaires, ils sont pragmatiques. Ils sont pragmatiques. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc il y a une volonté, il y a une vision, il y a un courage politique derrière qui dit là, on y va parce qu'il y a un enjeu industriel clé. Alors ils font confiance à ce qu'on leur propose comme projet, parce qu'évidemment il y a Safran qui a des vrais use cases industriels, et Safran pour le coup, moi je fais extrêmement confiance. Alors dommage que François soit pas là, mais eux ils connaissent très bien leur métier, ils savent très bien où est le business, ils savent très bien ce que c'est que vendre de l'heure de vol, ils savent très bien ce que c'est que vendre business value. On en revient encore ce matin. Ils sont dedans depuis plus longtemps que nous, ils sont même avant-gardistes, Safran. Oui, j'ai oublié de le dire, Safran a joué un rôle considérable dans la genèse et la vision du modèle. François Termy, voilà. Bien sûr, de Safran. C'est fondamental et c'est bien de le rappeler. Et de voir aujourd'hui combien nos industriels, que ce soit Safran, Thales et Naval Group, adhèrent maintenant au modèle et sont demandeurs d'empiler les batchs,
c'est beau à voir. Et en interne, tu le disais, là je parle pour toi, mais quand on a travaillé en perruque dans nos entreprises respectives, un peu en off, parce qu'on n'osait pas forcément c'est le propre de l'innovation, c'est qu'on a 2 wagons d'avance. Vous avez fait du corporate hacking. Et puis quand ça fait jour, quand tu vois ton collègue Stéphane Michel qui dit bon sang, ça fait 20 ans que je travaille sur ce sujet-là, je répète. Et d'ailleurs, moi, à la base aussi, jamais j'aurais imaginé qu'on puisse développer de tels modèles. Et quand on voit l'enthousiasme de Stéphane, de tes équipes, de tes experts, parce qu'il y a quand même des sacrés experts de la maintenance chez nous, qui ont une vision de la continuité sous l'angle maintenance qui est extrêmement intéressant. Et dire, finalement, on en avait rêvé, on pensait que c'était pas possible. Et en fait, vous nous démontrez, je reprends ces termes, que c'est possible. Et puis quand j'entends mon patron qui me dit, pour finir, Fabrice, finalement, c'est l'arme secrète de SI que vous êtes en train de développer avec Data for Operations. Bon, à part l'ego, etc., mais on s'en fiche de l'ego. C'est surtout la valeur commune qu'on génère ensemble. Une confirmation du marché, quoi. Et pour parler PME, c'est quand même... Ce sera le mot de la fin, finalement. Alors. C'est assez extraordinaire d'avoir la chance de soumettre sa technologie à des enjeux pareils. Et je dirais, pour d'autres éditeurs, nous on est un petit éditeur, on n'est même pas 20 personnes, etc. Dans notre niche, c'est le no-code, etc. À côté de l'Estia, évidemment. Voilà. Confronter sa technologie, auquel on croit beaucoup, mais la confronter à des enjeux pareils, c'est une chance extraordinaire. Moi, j'invite d'autres à tenter cette aventure. Évidemment, il y a une part de risque, etc., mais c'est une aventure extraordinaire. Et j'invite tout le monde, tout éditeur, à tenter cette aventure de se confronter à la vraie vie. Travailler pour de grands utilisateurs. Et dans un enjeu qui le dépasse bien largement, quoi. Eh bien, après ces mots magnifiques, je pense qu'on ne peut que se taire et on peut applaudir, s'il vous plaît, Fabrice Cassan, Stéphane Jounel et Jean-Michel Pétola. Merci, messieurs, pour votre participation à cette table ronde. À très bientôt. Merci, Marc, pour cette animation. Bravo.